Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, la grande faucheuse, nous allons parler de la mort. Et autour de la table, pour parler de la peur de la mort, j'ai réuni quelques personnalités qui connaissent bien le sujet. Le co-présentateur de cette soirée, il est auteur de BD. Et quel BD, puisque c'est l'auteur de Croque-la-Vie et de Pierre Tombal. Voici, mesdames, messieurs, Marc Hardy. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. C'est vrai que la mort, vous n'en avez pas peur, vous, hein, Marc. Vous la résumez bien dans vos livres Pierre Tombal. Pourquoi cette idée d'avoir créé des BD autour de la mort? C'est un sujet d'abord, à partir du moment où on lance une nouvelle série, il faut essayer de trouver un sujet original. C'est un sujet totalement original. Et puis, on a toujours trouvé avec Cauvin qu'à l'époque actuelle, il y a une telle peur de la mort, finalement, qui n'existait pas dans les anciennes civilisations. Finalement, même en France, au XIXe siècle, on exposait les cadavres. Et bon. Donc on était habitué à la mort. On était vraiment habitué à la mort et on côtoyait la mort. Ils allaient voir les cadavres exposés avec leurs enfants pendant le week-end. Là, vous la provoquez quand même, la mort, un petit peu dans Croque-la-Vie, dans Pierre Tombal et tout ça. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et vous en avez peur vous-même? J'en ai eu fort peur. Maintenant, j'en ai moins peur, mais je crois que c'est une apparence. Quand je dis la grande faucheuse, ça vous plaît comme titre? Ah oui, c'est très chouette. Vous la considérez quand même comme quelqu'un de pas très agréable, la mort? C'est inévitable. De quoi? La mort. Ah oui, la mort, c'est inévitable. Mais c'est pas quelqu'un de sympa, quoi, hein, pour vous. Parce qu'il y a des fois, il y a peut-être des gens qui aiment la mort, on en parlera tout à l'heure. Ça me paraîtrait assez surprenant, ça, quand même, non? Ah, ça doit arriver. Vous n'allez pas dormir toute la soirée, vous me Hitler aimait bien la mort. Oui, oui, on va peut-être pas parler de lui, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mesdames, messieurs, la pub et on se retrouve. Depuis le studio 4 de l'avenue Ariane à Bruxelles, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Avec Marc Hardy, l'invité d'honneur et le co-présentateur de cette soirée. Marc Hardy, Pierre Tombal, Croque-la-Vie. J'accueille tout de suite Gabriel Ringlet. Vous êtes auteur de livres, notamment Ces chers disparus. Gabriel Ringlet, la mort des médias, je crois c'est ça. La peur, la mort et les médias. Et le roi est mort. En équipe, là. Ouais, oui, c'est un boulot collectif. Vous êtes vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Oui. Ça va, donc vous êtes vu par tous les étudiants aujourd'hui. Je suis vu par tous les étudiants, sauf s'ils sont en train de manifester. Est-ce qu'on est né, cher Gabriel Ringlet, père Ringlet, puisque vous êtes jésuite, non? Non, non, pas du tout. D'habitude, ça marche toujours, ça. Ça marche toujours, mais ça, pas ce soir, pas ce soir, non. On est né pour mourir ou pas? Mais je pense que nous naissons très vieux. C'est Garoudi qui disait ça un jour, et que nous marchons, que nous avons besoin de toute une existence pour marcher vers notre jeunesse. Je crois cela. Moi, je pense que marcher vers sa vieillesse ou marcher vers son âge futur, c'est rajeunir de plus en plus. Et c'est ça qui est formidable. On met du temps à devenir jeune. On met du temps à devenir jeune. Il y a beaucoup de béton armé autour de nous. Je ne sais pas si vous n'êtes pas frappé par ce fait que des tas d'enfants sont déjà des petits vieux, et c'est normal. Et enlever toute cette dureté du monde, ça demande énormément de temps. Et je pense que parler de la mort, en parler dans la vie quotidienne, tant qu'il fait beau, quand nous sommes en forme, cela peut vraiment nous aider à marcher vers notre jeunesse, même si la mort est scandaleuse, ce que je crois. Ouais, pas facile quand même, la mort, c'est pas facile. C'est une faucheuse, c'est pas facile du tout, non, c'est vrai. La vie ad vitam aeternam, comme ça, la vie... Ça serait terrible quand même aussi de vivre s'il n'y avait pas de mort, non? Je pense que c'est maintenant... On tournerait un peu en rond, on se regarderait le nombril. C'est maintenant que commence la vie ad vitam aeternam. C'est maintenant l'éternité. C'est dans chacun de nos gestes de solidarité que nous construisons déjà l'au-delà. Est-ce que la mort actuellement encore fait peur aux gens ou pas? Je pense que c'est la souffrance qui fait peur. Je pense que ce sont les conditions dans lesquelles on va mourir. C'est la peur d'avoir mal, c'est la peur de quitter des proches. C'est tout le contexte de la mort, ce n'est pas la mort comme telle. La mort, c'est une abstraction pour beaucoup de gens. Est-ce qu'éventuellement, c'est pas la suite qui fait un peu peur aussi? Oui. C'est la grande inconnue, c'est la grande angoisse. Quand même, hein, mais chacun est à égalité devant cette grande question. C'est ça, peut-être la force de la mort, la seule qualité de la mort, c'est qu'on est tous à égalité devant elle. Tout à fait. C'est la seule chose à propos de laquelle personne ne puisse faire le fanfaron. Avouez quand même que la mort est un manque de savoir-vivre, non?
C'est ce que dit entre autres mon voisin, c'est ce que dit aussi un homme que j'adore qui s'appelle Piem. Vous connaissez ce grand caricaturiste. Les morts maintenant, Père Ringlet, Gabriel Ringlet, les morts sont refoulés de la cité. Est-ce que c'est pas un peu choquant ça? On évite aux morts de côtoyer les vivants. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu le mal de notre société? C'est le grand mal de notre société quand je pense... C'est ce que disait tantôt Marc Hardy, quand je pense à ce qui se passait au Moyen-Âge et où le cimetière était un lieu de circulation tout à fait habituel, des vivants et des morts. Les amoureux couraient à travers les tombes. Les gosses allaient jouer au cimetière. Hein. Les gens allaient jouer au cimetière, les marchands faisaient des affaires. Et ce commerce des vivants et des morts me paraissait finalement plus serein que ce refoulement que nous connaissons de toutes les manières. On la refoule dans toutes les circonstances aujourd'hui. Oui. Vous inquiétez pas, Marc Hardy n'est pas un... Lui ne la refoule pas. Lui, il ne va pas du tout parler pendant l'émission. Il me l'a dit, moi mon truc c'est pas tellement parler, c'est plutôt dessiner. Alors ça, il va faire des dessins devant toutes les émissions et je crains le pire. Déjà celui-là n'est pas... Tiens, t'as une caméra? Mets-moi la 4 là-dessus. Oui, regardez un peu. Est-ce qu'on la voit bien? Hervé, depuis le temps que tu as changé, comme tu as changé, c'est agréable, merci. C'est le premier dessin, je voudrais que tout le monde y passe quand même. Il marche de sa jeunesse. Père Ringlet aussi quand même. Est-ce qu'on peut trouver un jour une mort juste, Père Ringlet? Je pense qu'une mort juste, c'est d'avoir peut-être partagé un petit verre d'eau au moindre d'entre les siens. Je crois que quel que soit l'itinéraire de chacun d'entre nous, quel que soit son chemin, même le plus chaotique, même le plus bosselé, je crois que les solidarités dont nous avons fait preuve dans notre vie de tous les jours, c'est cela la justice un jour. Alors nous vivons la mort au quotidien, mais c'est la mort des autres, c'est la mort que l'on voit par les médias, par la télévision, par la radio. Est-ce que cette mort médiatique nous permet d'apprivoiser la mort d'être cher ou pas? C'est vrai que c'est une de mes grandes questions. La mort abstraite, c'est-à-dire celle des autres, la mort lointaine, extraordinaire, elle est omniprésente à la télévision. Et la mort de nos proches, de ceux que nous aimons vraiment, dont nous sommes très très proches, nous l'occultons de plus en plus. Moi, je crois qu'il est indispensable que ces deux morts-là dialoguent, qu'elles se rencontrent, qu'elles se parlent. Je crois que c'est parce que nous arriverons à dialoguer avec la mort lointaine, télévisuelle, que nous aurons un autre regard sur la mort quotidienne. Bon, on va vous retrouver, chers amis, dans la rue maintenant. On va vous retrouver pour vous demander votre avis sur la mort. Regardez-vous dans la rue. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur lorsqu'on parle de la mort? Le néant, le fait de ne plus rien avoir. Mais la mort en elle-même ne me fait pas vraiment peur. Par contre, je crois qu'on est dans une société où on n'en parle pas assez. C'est une chose que j'ai envisagée depuis que je suis tout petit comme une possibilité. La peur de souffrir. Cancer. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est que je sois sûre que je sois vraiment vieille et morte. De ne plus pouvoir voir le ciel briller. De ce que je laisserai derrière. Ça me semble quelque chose de tout à fait normal. Étant catholique, en principe, je ne dois pas avoir très peur de la mort. C'est une fatalité uniquement. Qu'il n'y a rien après la mort. Le vide. Je suppose, c'est la fin de tout. J'ai peur de tout. Ce que j'ai peur, c'est de finir dans un lit à l'hôpital. De revenir vivant. C'est peut-être de la souffrance. De l'au-delà. C'est une punition. C'est déjà prévu avec la naissance. Voilà. J'ai Hugo Frey, je crois, au téléphone. Hugues? Oui, bonsoir. Bonsoir Hugues, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors tu le sais Hugues, on parle aujourd'hui de la mort, tu l'as entendu. Alors je t'ai appelé et j'ai demandé que tu sois dans l'émission aujourd'hui parce que tu n'as pas pu être là en direct, tu as un gala dans peu de temps. J'ai demandé que tu sois présent dans l'émission parce que tu as une théorie sur la mort qui est assez intéressante. Toi, tu es dans le style plutôt à vouloir que le corps retourne à la terre et serve à régénérer la vie. Oui, mais je crois qu'il faut rappeler simplement deux choses. C'est que ce qui caractérise l'être humain, c'est que c'est le seul animal qui vénère ses morts, qui enterre ses morts. Il y aurait deux catégories. On pourrait dire ceux qui sont croyants, et alors évidemment, ils ont la certitude qu'après la mort, il y a quelque chose. Et ça, je respecte cette idée. Puis alors ceux qui ne croient pas qu'après la mort, il y a quelque chose. Et ceux-là, à mon avis, sont dans l'erreur totale, parce que même si on n'est pas croyant, c'est quand même ridicule de penser qu'après la mort du corps d'un homme, il n'y a pas quelque chose. Il y a forcément quelque chose, il y a transformation de son corps. Et c'est d'une autre forme de vie. Même si on ne croit pas en Dieu, si on met un corps
le corps d'un être humain dehors, comme ça pourrait arriver dans la nature, la nature va se charger de le transformer, mais de le transformer en forme, d'autres formes, mais vivantes. Ouais. Que ce soit... Par un arbre. Voilà, les vers qui vont d'abord se nourrir du corps, puis eux-mêmes être la nourriture d'autres animaux et se transformer. La vie ne meurt pas. La mort n'est qu'une transformation. On voulait avoir ton avis, Hugues. Merci de m'avoir accordé quelques minutes dans cette émission. On t'applaudit. Merci. Salut Hugues. Voilà, alors vous, Nicole Delvaux, vous êtes psychologue et vous êtes responsable du centre d'aide aux mourants, c'est bien cela. En fait, vous assistez les malades jusqu'à l'ultime seconde, c'est ça? C'est ça le but de votre ASBL? Oui. Et donc les malades et aussi les familles, parce que je pense que c'est important aussi pour tous les gens qui nous regardent ce soir, je dirais pour nous-mêmes, de penser aux familles, parce que je crois que la mort est surtout vécue en termes de séparation. Mais enfin, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un à côté de soi quand on meurt et quand on va mourir. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui vont partir et qui vont mettre le pied dans une autre vie? Mais écoutez, je pense que... Comment ça se passe? Quelle conversation? Quel message vous délivrez? Est-ce que vous êtes catholique? Non. Non. Donc non. Vous êtes en dehors de la foi, là, totalement, pour en parler. Tout à fait. Donc le travail qui est réalisé est ce qu'on appelle traditionnellement l'accompagnement des personnes en fin de vie, où je dirais, pour employer un mot peut-être un petit peu galvaudé, ce que nous faisons, c'est surtout écouter. Surtout écouter, offrir une présence, une disponibilité. Et vous savez, l'écoute n'est pas quelque chose de facile, parce que ça nécessite aussi d'être relativement au clair par rapport à sa propre peur de la mort, de pouvoir accepter la tristesse, le chagrin, l'angoisse, toutes ces inconnues. Et je dirais, écouter ne veut pas dire non plus être passif. Ça peut vouloir dire, mais face à un patient qui dit « j'ai peur de mourir », par exemple, c'est la possibilité de laisser la personne s'exprimer sur qu'est-ce qui, dans le fait de mourir, lui fait peur. Les futurs morts, les futures personnes qui vont partir, que vous accompagnez, qu'est-ce qu'elles disent? Quels sont leurs derniers mots? De quoi parlent-elles? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le réflexe qu'elles ont? Quels sont leurs derniers mots en général? Mais les derniers mots, quand les personnes ne sont pas trop inconfortable, parce que j'insiste sur cette dimension-là. Hein, vous savez, quand le corps fait souffrir, c'est très difficile. Ils ont la conscience de la mort. Quoi, la conscience de la mort est une conscience surtout vécue en termes de séparation dans notre pratique. De quitter les gens. De quitter les proches, les êtres chers, d'obtenir de la part des êtres chers la possibilité de partir, donc avec tout, je dirais, les phénomènes qu'on peut observer de protection. Le patient qui a difficile à exprimer ses émotions à son conjoint parce qu'il sait bien que le conjoint ressent les mêmes choses. Mais est-ce qu'ils se révoltent? Est-ce que ces personnes qui sont là et qui savent que demain, après-demain, ils ne seront plus de ce monde, est-ce qu'ils se révoltent contre la mort? Ça peut arriver, ça peut arriver. Vous savez que le cancer, par exemple, ce sont des maladies qui atteignent des personnes en pleine force de l'âge. Et là, c'est vrai que très souvent, la révolte... Vous pleurez, madame, de temps en temps? Ça arrive, bien sûr. Il vous voit pleurer? Non, rarement. L'abbé François Stillart est avec nous. Mon père, vous êtes ici, voilà, je vous vois. Bonsoir, mon père. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous sentez, vous les curés, que vous avez du cœur ou pas? Parce que c'est toujours un peu la même chose. Vous avez toujours le même évangile. C'est Lazare, Jésus qui dit à Lazare, etc. C'est toujours, quand on va à un enterrement, c'est toujours la même comédie, entre guillemets. Mais est-ce que vous pensez que les gens qui sont là veulent entendre ces mots ou pas? Je pense que oui, la plupart de la famille. Est-ce que vous avez du cœur? Oui. Les curés, oui? Oh oui. Mais comme un médecin et tout ça, évidemment, avec le nombre de morts qu'on voit, évidemment, on se durcit un tout petit peu. Mais c'est une grande consolation de sentir que ces gens, ils trouvent la paix au dernier moment. Quand on le touche, ils sont contents qu'on est là. Alors, à la bénédiction, avec les mains, il y a même un sourire. J'ai eu des cas qu'ils ont même souri avec un contentement que c'est difficile à expliquer pour ces gens. Vous êtes contre la crémation, la religion catholique ou pas? Non, la religion catholique n'est pas contre la crémation. On préfère qu'on soit enterré comme le Christ a été enterré.
Mais l'Église n'est pas contre ça. Elle était avant, à cause de certaines idéologies, certaines opinions contre la résurrection. Mais maintenant, non. Merci, Père Szilard. Écoutez cette phrase qui nous vient de là-haut. Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus. Il faut sourire parce que cela a été. Alain Viroux, Marguerite Yourcenar. Vous êtes directeur d'un centre pour personnes âgées. Vous êtes aussi le responsable de Senior Wallonie, c'est ça? Senior Wallonie. Alors, chaque pensionnaire, et c'est ce qui est terrible dans les homes pour personnes âgées, c'est que chaque pensionnaire sait que s'ils sont là, c'est que c'est la fin de leur vie. Alors, comment vivent-ils ces derniers mois et ces dernières années de leur vie? Je crois que chaque personne est une personne différente. J'en discutais tantôt avec M. Ringlet. Que chaque personne est une personne différente. On ne peut pas dire que les personnes âgées sont nécessairement en maison de repos pour finir leur vie. Je considérais plutôt la maison de repos comme étant une seconde résidence qui leur permet d'avoir leurs atouts, mais également de savoir que la vie s'achèvera. C'est souvent dit en publicité cela, mais en fait la réalité des choses, c'est qu'ils sont là pour mourir. Je suis dur dans mes mots, mais c'est la vérité, non? Je crois que vous êtes dur. Je crois que vous êtes dur, parce que je pense que la vie existe en maison de repos, et que la vie existe avec un avenir, avec des idées, d'autant que certaines personnes ont quand même 20 ans, 25 ans de maison de repos derrière elles. Ceci dit, n'empêche qu'elles ont chacune, à leur tour, connu d'autres personnes qui sont décédées. Et c'est vrai que j'ai connu, malheureusement, beaucoup de décès dans mon expérience. C'est vrai aussi que chaque personne a une façon différente de vivre la mort. Je me rappelle d'une personne de 97 ans, une vieille demoiselle, qui ne voulait pas s'endormir et disait « Ne me lâchez pas la main, je vais mourir, je vais mourir ». Elle avait très peur. C'était un cas, je crois que je suis resté pas loin de 24 heures auprès d'elle et elle est morte. Effectivement, chaque fois qu'elle s'endormait, elle avait son cœur qui s'arrêtait, elle est morte à ce moment-là. Je me rappelle d'autres expériences où une personne a dit « Je veux mourir », j'en parlais avec le père Ringlet tantôt, « Je veux mourir de ma mort naturelle, je ne veux pas de médicaments », et qui jusqu'à la fin a tenu à rester, à souffrir vraiment sa mort. Je crois que la dignité dans la mort, elle est différente d'une personne à l'autre et chaque personne doit la vivre en fonction de son propre vécu. Et dans ces homes pour personnes âgées, est-ce qu'il y a un abandon de la famille en général ou est-ce que la famille reste présente? Je dirais qu'il y a un certain abandon de la famille. Ça dépend un petit peu, je parle en général, je ne fais pas une aparté, je parle en général, il y a un certain abandon de la famille. Mais par contre, les personnes âgées qui ont la chance de bénéficier de ces familles qui, elles, viennent, elles sont heureuses. Elles ont besoin de ça pour mourir. Où s'en vont? Où s'en vont tous ces potes qu'on aime, nos certaines affections? Qu'on est long, à dire les je t'aime qu'on pense quand ils s'en vont. Vont les gens qu'on aime quand ils s'en vont. C'est pas vrai que ça s'arrête, ça serait trop con. Charles Sproit, vous êtes président des pompes funèbres, président de la chambre syndicale du Brabant wallon. Le mot croque-mort, ça vous embête encore? Ça me choque. Pour quelle raison? Parce que, écoutez, en principe, le croque-mort, si je m'en rappelle l'histoire, n'était pas l'entrepreneur de pompes funèbres. Il y a, vous l'avez, je crois, dit un de ces jours derniers, l'histoire du croque-mort qui croquait, soi-disant, l'orteil pour voir si c'était bien mort. C'est de là que vient le nom, parce qu'on voilà. Croquait le doigt de pied pour voir si une mort était véritablement mort. Écoutez, ça date de très longtemps. Ouais. Je me demande, le gars qui aurait voulu s'amuser, alors qu'on savait que l'hygiène n'était quand même pas forcément développée à ce moment-là, qui allait croquer l'orteil. Mais enfin, peut-être que c'était vrai, mais là, ça date tellement... Je suis peut-être assez âgé, mais pas si âgé. Il y a combien de temps il y a 54 ans que je pratique moi-même, et la firme existe depuis 1861. Il faut vous dire que ça va de pire en plus. Est-ce que les gens des pompes funèbres ont encore un sentiment? Plus que vous ne croyez.
Et nous devons parfois faire abstraction de nos sentiments. Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois rien, je vous pose la question. Moi, je vous le dis, comme aussi bien, nous sommes au même point que madame, à certains moments, pour encourager la famille à supporter la douleur qu'elle éprouve. Il faut écouter, madame, comme vous disiez, écouter est un art aussi bien dans notre métier que dans le vôtre. Nous arrivons un peu après vous. Mais nous continuons, il y a une continuation dans le réconfort que nous pouvons donner aux familles. On ne parle pas directement de vente, de cercueil, de ci, de ça. Ça devient presque subsidiaire. C'est parce qu'il faut bien vendre quelque chose. Vous ne poussez pas la consommation de certains cercueils? Mais je pense que le bon entrepreneur, non, monsieur. Parce que ça se retournera contre lui inévitablement. Enterrer quelqu'un, c'est quand même onéreux. Quand il y a un mort qui arrive dans une famille, il faut acheter le cercueil, il y a quand même toute une série de démarches, c'est pas simple, il y a comme dans tout, vous avez une série de prix. Vous roulez en 2 chevaux, vous roulez en Cadillac. Mais nous avons mort, exactement la même chose, vous avez un choix, un choix à faire. J'entends bien, monsieur Sprout, mais avoir un cercueil comme ça ou comme ça, je veux dire, c'est terminé, donc on peut tous avoir le même, non? Je n'en sais rien. À votre avis? Puis-je vous poser une question? À votre avis? À mon avis, non. Non, écoutez. Pourquoi encore cette échelle sociale devant la mort? Justement parce qu'elle existe dans tout. Puis-je vous poser une question? Vous vous habillez où? Pardon? En confection? Oui, en confection. En confection. Peut-être que parmi nos gens ici, il y en a qui vont chez le tailleur. Pourquoi? Pour avoir un costume mieux coupé? Ou pas? Oui. C'est exactement la même chose. Vous avez c'est un choix de société également. Monsieur, vous avez un choix de standing également. Si moi j'avais l'occasion, j'aimerais qu'on me mette en pleine terre sans cercueil. C'est comme ça qu'on enterrait les moines jadis, et pour des raisons d'hygiène, évidemment, ce n'est plus possible. ou la crémation. Mais c'est vrai que devant la mort, qui est l'extrême fragilité, et où justement seules les larmes peuvent encore avoir plein de sens, je crois que toute cette galerie de notre vie de tous les jours n'a vraiment plus aucun sens. Mais j'ai l'impression qu'on camoufle la mort jusque dans la tombe. C'est ça qui est terrible. C'est Chers disparus, essai sur les annonces nécrologiques dans la presse francophone. C'était C'était édité chez Albin Michel il y a déjà 2-3 ans. 2 ans. Alors là, c'est une belle affaire aussi. C'est assez marrant, ce bouquin. Il est assez original et assez extraordinaire, puisque vous avez fait un travail sur la presse, toute la presse francophone, et vous avez relevé tous les faire-part qui existent dans la presse francophone. Et ces faire-part, en fait, donnent vraiment le reflet de notre société. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est ce que j'appelle, moi, de l'ethnologie. Vous savez, il ne faut plus partir au loin, en Afrique ou en Amérique latine. Parfois, dans le métro, chez nous, ou bien dans les journaux, nous trouvons des choses tout à fait extraordinaires sur ce que nous vivons, nos joies, nos peines, des règlements de compte entre les gens. Enfin, je trouve que la nécrologie est un monde absolument fabuleux, où nous révélons énormément de choses. On a parcouru plusieurs pays et je dois dire que je suis très très étonné de ce que les gens disent dans la nécrologie. Un peu comme si dans notre société hyper médiatisée, où on dit que l'on communique tout le temps, la solitude était telle qu'un certain nombre de nos contemporains ne trouvent plus place pour dire leur mal, pour dire leur souffrance, ou même leur joie parfois, que dans la nécrologie des journaux. Il y a des choses aussi amusantes que déconcertantes. C'est un acte d'amour, donc la nécrologie, le faire-part. Oh, je pense que dans la plupart des cas, c'est un acte d'amour. Petite maman, tu aurais 100 ans, dit quelqu'un. C'est extraordinaire. Ou bien cette vieille dame qui a perdu son mari lorsqu'ils étaient tout jeunes, lorsqu'elle avait 20 ans. Elle a 80 ans aujourd'hui, et pendant 60 ans, elle publie une nécrologie chaque année. Et le jour de ses 80 ans, elle publie une nécrologie en disant « Maintenant que moi je vais partir, tu seras vraiment mort. Qui pensera encore à toi ?» C'est extraordinaire, la fidélité nécrologique. On n'écrit pas un faire-part nécrologique pour un enfant, pour le décès d'un enfant, comme pour le décès d'un parent, je pense. Je suis très frappé par l'imagination, si j'ose dire, la tendresse, l'affection qu'il y a de la part des jeunes couples qui perdent un enfant et qui arrivent à communiquer dans la nécrologie des choses qui sont très au-delà du drame qu'ils sont en train de vivre. Moi, je suis très rejoint, même par des gens que je ne connais pas du tout. Ces parents qui disent un champ de blé nous fera penser à tes cheveux. Ou ces parents qui disent nous attendions Nicolas, c'est lui maintenant qui nous attend. Ça demande énormément d'attention, je pense, à ses proches pour être capable de cela. Philippe Binault, vous ne devez pas être là, vous êtes notaire, vous êtes juste à côté de madame. Notaire, si je vous ai demandé d'être là ce soir très rapidement, c'est que vous me parliez un peu de la mort, elle, source de conflit, parce que souvent on vient devant vous aussi. Bien certainement, c'est-à-dire qu'en ma qualité de notaire, je suis appelé à conseiller, comme tous les autres notaires du pays, bien souvent, dans le cadre de la déclaration de succession, étant donné les obligations fiscales qu'ont les héritiers.
Et je dois dire que le décès et la déclaration de succession sont une des péripéties, en tout cas de notre profession, puisque nous allons être appelés généralement à voir cela d'une façon plus large et certainement de conseiller la famille dans le cadre de liquidation, dans le cadre de vente d'immeubles, de toutes des choses très graves qui arrivent dans la vie de cette famille. Il faut rappeler que nous allons devoir être, en tout cas, le plus rapide possible pour débloquer la situation pour les gens. En effet, les comptes financiers des gens sont bloqués dans les banques. Et c'est très mal perçu, généralement, par les gens qui se disent avec quoi allons-nous vivre. Eh bien, alors nous essayons de les aider par des petits trucs que nous connaissons. Par exemple, nous savons que les personnes peuvent donner à la banque toutes les notes de funérailles. Ceux qui les assistent déjà de ce point de vue-là, on leur conseille éventuellement d'ouvrir un autre compte à la banque, de façon à ce que les pensions arrivent sur ce nouveau compte et qu'elles ne soient pas tout à fait démunies. Alors, nous allons bien sûr établir la déclaration et les assister pour les évaluations d'immeubles. Nous allons également les assister au point de vue des réductions d'impôts dont elles pourront bénéficier. Nous savons tous que ces impôts ne sont pas toujours très légers. Et nous allons essayer, en tout cas, de les conseiller toujours dans la stricte légalité, de façon à ce qu'elles payent le moins cher possible. Maître Binot, je vous remercie. Je vous propose encore d'entendre une phrase sur la mort. Écoutez-la. Nos morts restent vivants tant qu'on les aime. François Truffaut. Au bord du Gange, les morts et les vivants se mélangent. C'est extrait du film de Thierry Zénaud. Voilà, merci d'être avec nous. Un peu de publicité. Car nous, sans pub, c'est la mort, vous savez, Père Ringlet. Oui, oui. La mort fait sa pub aussi. Merci, mesdames, messieurs, de nous faire encore l'amitié de nous suivre, parce qu'il est déjà tard. Marc Hardy est notre invité principal. Marc Hardy, c'est Pierre Tombal, c'est Croque la vie. Marc, un petit commentaire par rapport à tout ce qui a été dit en première partie? Un commentaire, mais je trouve que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose cette émission. On parle de la mort, on en parle beaucoup trop peu souvent. Je trouve qu'on devrait apprendre à se réhabituer à vivre avec la mort. On n'a qu'à prendre le nombre de personnes qui sont décédées et qui se retrouvent dans un funérarium. On évite systématiquement qu'elles soient chez soi. C'est une très bonne chose, je trouve, quand on a une personne décédée, qu'elle reste auprès de la famille, même auprès des enfants. Pourquoi les enfants? Plein de personnes essayent de cacher aux enfants la mort, on ne veut pas en parler, c'est un tabou. On ne montre pas un mort. On ne montre pas un mort, mais on n'en parle même pas. Ce n'est même pas ne pas le montrer. Je peux encore comprendre qu'on puisse ne pas le montrer, parce que bon, parfois ce n'est pas beau à voir. Mais de là à ne pas en parler, il y a un monde de différence. Je trouve tout à fait fondamental qu'on parle de la mort aux enfants. Je me rappelle qu'un de mes petits filleuls, lorsqu'il avait 4 ans et que ma mère était morte, s'est mis à danser autour du cercueil. Et vous imaginez les gens d'ici, Samuel, silence. Heureusement que j'étais le fils et que j'avais quelque chose à dire, et je me suis fâché. J'ai dit, laissez-le donc danser. Je crois que les enfants peuvent avoir une relation formidable avec la mort. Le poète Christian Bobin dit des choses formidables sur cette petite fille de 4 ans qui va cueillir des fleurs, qui vient garnir tout le lit de sa grand-mère de fleurs, et puis qui va se précipiter chez ses parents, et qui dit « Maman, maman, grand-mère est en train de sourire. » Parce que ces fleurs venaient de donner un sourire. Et c'est vrai, je pense que parfois le corps, quand il est proche de soi, se laisse aller, devient très apaisé.
Alors Thierry Zénaud, vous avez avec des camarades donc tourné un film sur la mort, un film très très complet sur la mort. Vous avez vécu pas mal de morts dans d'autres pays. Alors quel est le pays qui vous a le plus impressionné et le pays qui se sent le mieux avec la mort? Oui, enfin je ne pense pas qu'il faut faire un hit parade des rituels les plus intéressants ou des témoignages les plus passionnants. On est parti à 3 avec Jean-Paul Ferbus et Dominique Garny et on a voulu montrer des comportements qui s'opposaient. Donc il fallait qu'on aille aux États-Unis, qui est un peu la caricature des comportements occidentaux, et puis aller dans des sociétés traditionnelles et voir comment des gens vivent encore la mort, le décès d'un proche et la mort d'une manière à la fois personnelle, je veux dire, quand c'est un drame humain, ou d'une manière collective, quand on voit que c'est la société qui va inventer tout un système de mécanismes, des symboles, des mythes pour faire passer cette idée de la mort. Alors ce qu'on a trouvé, en fait c'est un peu, le film est une réponse à ce qui a été dit jusqu'à présent. On ne parle pas de la mort, pourquoi? C'est ça qui nous a motivés. On s'est dit, il faut absolument que les gens apprennent à mourir. Il faut absolument que nous prenions le temps de vivre ici en nous disant, à un moment il y aura une fin. Et ne faisons pas semblant comme si ça n'allait pas arriver. Effectivement, je trouve que les enfants doivent assister aux enterrements. Avant, on disait que les enfants, on expliquait aux enfants qu'ils naissaient dans des choux, et puis la mort des ancêtres, des parents, des oncles, etc., ils la vivaient, ils savaient ce que c'était la mort. Alors maintenant, les enfants, ils savent qu'on n'est plus dans les choux, mais apparemment, ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire, ils ne voient même pas comment ça se passe. On éloigne les enfants dès que quelqu'un est en train de mourir à la maison, et encore de plus en plus, les gens ne meurent plus à la maison, ils meurent à l'hôpital. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les traditions de la mort dans tous les pays que vous avez fréquentés, bon, dites-moi quand même, sans faire un hit parade, quel est le pays qui côtoie le mieux la mort? Dites-moi un peu le pays qui apprivoise le mieux la mort. Oui, enfin, dans ce qu'on a vu, parce qu'on n'a pas où la mort est la mieux intégrée. Mais finalement, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est un rituel en Thaïlande, un rituel qui dure très longtemps. Il dure longtemps parce que d'abord, toute la famille, mais au sens large, doit être présent. Donc il faut aller dans la montagne, prévenir les cousins, arrière, petits-neveux, etc. Et finalement, cette famille, au sens large, c'est peut-être 200 personnes qui vont se rassembler et qui ne vont absolument pas tenir compte de tout ce qui nous rebute, nous, c'est-à-dire le pourrissement du corps, c'est-à-dire l'odeur, toutes sortes, tous ces signes que, effectivement, en Occident, on va tout faire pour les cacher. On va faire des embaumements, notamment, par exemple, pour que les traces de la mort n'existent plus. Donc, tous ces gens, ils assistaient à l'enterrement, c'était une grand-mère, ils assistaient à l'enterrement de leur grand-mère, et tout se passait au niveau des sentiments. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce tabou, il n'y avait pas cette peur physique et matérielle. Et j'assistais à une solidarité extraordinaire entre les vivants. Il fallait serrer les coudes, il fallait ensemble célébrer ce grand départ. On vous a traité à l'époque de la sortie du film, une certaine presse vous a traité de voyeuriste? Ben, oui, mais forcément. Je pense qu'à partir du moment où on montre ça, des gens vont être choqués. Ouais. Je trouve ce film extraordinaire, je le présente très régulièrement à mes étudiants. Il y a par exemple une image, justement on parle du pourrissement du corps, où une maman a son enfant sur le dos et elle dit des prières rituelles et se penche vers le visage de sa mère à elle, et la petite fille touche pratiquement tout le temps le visage de sa grand-mère. Il y a là un symbolisme, un rapprochement des générations entre une petite fille qui va vers la vie et de plus en plus, et sa grand-mère qui va vers la mort. Je trouvais cette veillée remarquable. Il y a beaucoup d'images très délicates dans ce film. Et très fortes aussi. Effectivement, nous on voulait montrer les choses telles qu'elles sont aussi. C'est pas supportable. Votre film n'est pas supportable tout le temps. D'ailleurs, je voulais prendre des extraits. C'est impossible à passer à l'antenne. Mais je ne voulais pas d'ailleurs montrer les extraits les plus durs parce qu'il faut les voir dans leur contexte. Alors, je vous propose un extrait de votre film, Thierry Zénaud. On va retrouver le Mexique là. Au Mexique, c'est la fête, la mort. On en parlera après. D'accord, on y va. Voletanik metana so metanik metana tasna tikalam tike tisni jinam tike elai mo puchas ripik mo puchas tenik tati kahwal ka kechepak angkutik tirasia ti bendición ta kahwal ni chi Marius ni chi ma Jesucristo kahwal. Estoy comiendo ya chengo también el difunto está comiendo también aquí.
Let's get out of chat. Malo, ako stal monega, la monetik. Monetik. Monetik lo kasi ano mo. Mol patitan, moksal ka kandela, lista la kelkine, la me ucam posli mol patitan, musi ini nachulel, musi ayin abani ma mol patitan. Voilà, Thierry, oui. Je voulais rajouter un mot. Mais, oui, parce que effectivement, c'est la fête, mais c'est pas pour ça que c'est joyeux. Et là, il faut bien distinguer le moment d'un enterrement, par exemple. Et là, les Indiens vont pleurer aussi. Et parfois, ils vont être tellement tristes qu'ils vont boire, ils vont se saouler la gueule, ils vont être tellement saouls qu'ils vont rigoler. Et puis alors, nous voyons ces Mexicains qui rigolent à un enterrement, on se dit « Ah, la mort est joyeuse pour eux ». Mais c'est faux, en fait, c'est la tristesse qui fait boire et la boisson qui fait rire. Bon, là, c'est un peu autre chose. C'est le jour des morts, c'est le 1er novembre. Donc c'est à la fois une cérémonie joyeuse et triste. Elle est joyeuse au départ parce qu'ils sont convaincus que les âmes des morts vont venir. Donc il faut leur faire la fête. Et puis cette cérémonie est aussi triste à la fin parce que les morts vont repartir. Et à ce moment-là, on voit aussi pleurer des Indiens le jour du 1er novembre. Cécilia Van der Velde est avec nous aussi. Cécilia, où êtes-vous? Dites-moi, criez. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes ici. Bonjour madame. Vous êtes auteur du livre La nécropole de Bruxelles. Alors vous êtes... Est-ce qu'on peut voir le livre? Tac, tu me le mets le livre? La nécropole de Bruxelles. Alors vous êtes passionné de cimetière, vous madame? Oui, passionné. Parlez bien dans le micro. Oui, je crois que je suis devenue par la force des choses en me promenant dans les cimetières. Je me suis passionnée aussi pour les monuments parce qu'ils sont des signes extérieurs aussi. C'est un dernier hommage qu'on rend à la personne défunte. Est-ce que l'on peut, à travers les monuments justement, est-ce qu'on peut comprendre notre société ou la société qui a oui, je crois qu'il y a une mort? Oui, parce qu'au départ, moi j'étais partie seulement d'un point de vue esthétique parce que je suivais un petit peu l'évolution de l'architecture dans les monuments et aussi des sculptures. Mais de fil en aiguille, j'en suis arrivée à lire les épitaphes et là, je rejoins un petit peu le livre de M. Ringlet où on communique beaucoup et où on apprend beaucoup sur la mentalité et sur la pensée des survivants, si vous voulez, de notre société sur la mort, à tout point de vue religieux, au point de vue d'autres pensées aussi qu'on communique aux morts. Quels sont les plus originaux dans notre pays, madame? Mais je crois qu'il y a une grande variété, parce que c'est selon un petit peu les croyances, mais je crois que les plus beaux monuments qu'on élève, c'est pour un enfant décédé. Et souvent qu'on associe l'enfant avec l'ange, et que, en fait, il y a aussi le sphinx, par exemple, le monument égyptisant. Mais quand à parler d'originalité, je crois que chaque tombe exprime quelque chose. Alors il y a les cimetières de prestige et puis il y a les cimetières à l'abandon. Merci madame. On voit un petit reportage là-dessus.
beau sujet. Je ne sais pas qui peut me répondre à cette question, peut-être vous, monsieur Sproit, ou vous, Père Gabriel Ringlet. Dites-moi un peu, les concessions à perpétuité, c'est terminé, ça? Ça n'existe plus depuis 1971. C'est tout à fait beau, ces images, je trouve. Un cimetière, c'est très, très reposant. Je me trouvais cet été à Vouvray, grand pays du vin, et ma plus grande merveille a été de découvrir que le cimetière était au milieu des vignes. Vous imaginez ceux qui vont être enterrés là-bas, au milieu des vignes du Seigneur. Je crois que c'est très très beau de se promener dans les cimetières et c'est très très rassurant pour soi, je trouve. Moi, j'adore me promener là. Au Pays de la Bière, c'est plus logique. Au Pays de la Bière aussi. Oui, non, mais je veux dire pour le sujet. C'est pour le réalisateur de l'émission. Oui, oui, Marc. Encore, c'est sur la Côte d'Azur, il y a toute une série de cimetières qui longent carrément la mer. Ouais. On a une vue splendide comme ça. Regardez la tombe de... Et ce sont toutes des tombes toutes blanches. La tombe de Brassens à 7. C'est extraordinaire. Ne parlez pas trop les enfants parce qu'on doit quand même aller se coucher. Alors, Monsieur Célis. Prenez le micro, Monsieur Célis. Vous avez vu, je suis tombé en plein sur vous. Hein. Oui. Monsieur Célis, vous êtes président de la SBL Épitaphe. Exactement. Vous êtes vous aussi un passionné de cimetières. Vous organisez d'ailleurs des visites guidées de cimetières, je crois. Ce n'est pas la seule chose que nous fassions, mais c'est une des choses les plus importantes. Peut-être, en fait, nous avons créé il y a bientôt 10 ans, le 1er novembre, évidemment, une association qui s'est fixée comme but de se préoccuper des monuments funéraires et des cimetières en premier lieu, mais également de sensibiliser le public pour ces cimetières et monuments funéraires. Et pour ce faire, le moyen le plus efficace est évidemment de promener le public dans les cimetières. Nous avons vu là tout de suite deux de nos cimetières les plus intéressants, du moins dans la région bruxelloise. D'une part, l'ancien cimetière d'Uccle au Dieweg, qui, de par son abandon, est devenu une réelle réserve botanique et biologique. Et d'autre part, ce que nous avons appelé, dès le début du siècle, le Père-Lachaise de Bruxelles, c'est-à-dire le cimetière de Laken. Je crois un des cimetières qui, du point de vue architectural, est un des plus incroyables en Belgique. Je vous propose d'entendre encore une phrase, Pierre. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Yves Montand. Visite du Père-Lachaise maintenant, si vous le voulez bien. On les appelle les tourterelles. Ce sont des Vespa électriques multiplaces, grâce auxquelles on peut désormais visiter le cimetière du Père-Lachaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de célébrités enterrées ici, et donc beaucoup de visiteurs, et qu'1 kilomètre à pied au Père-Lachaise, ça use les souliers. Bah oui, ça nous amuse. Mais on les voit passer, ça fait pas de bruit, alors, et puis ça sent pas mauvais, alors c'est bien, moi je trouve. Tous les dessins proposés dans l'émission, c'est ceux de Marc Hardy, bien entendu, qui est notre invité aujourd'hui, qui m'a dit « je ne parlerai pas trop, je dessinerai plutôt, c'est plus mon truc, ça ». Alors, Gabriel Ringlet, est-ce que la foi n'est pas en fait une assurance sur la mort? Je ne pense pas. Ça peut vous paraître étonnant, mais je pense que devant la mort, croyants ou incroyants, nous sommes vraiment à égalité. Il ne faut pas oublier que dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, la seule prière qui n'est pas exaucée, c'est la prière du Christ en croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est abandonné, et jusqu'au bout. Dieu n'est pas venu jouer à être homme, mais à essayer de conduire les hommes à pousser leur humanité jusqu'au bout. Donc le croyant est devant le même pourquoi, devant la même interrogation que le non-croyant à mes yeux. La foi vient davantage encore exciter nos questions, non pas nous apporter des réponses toutes faites. Mais l'Évangile donne quand même des réponses toutes faites, Gabriel. Mais non, nous avons des traces, nous avons des gens qui ont traversé avant nous, qui y ont cru, qui ont fait confiance. Nous mettons nos pas dans ces traces-là, mais moi je n'avance pas du tout plus assuré qu'un autre. Est-ce que la mort donne un sens à la vie? Oui, là tout à fait. Je pense que si la mort doit être au cœur de notre vie, c'est pour mieux vivre. Si moi je me préoccupe tellement de la mort, ma voisine aussi, si j'ai accompagné beaucoup de mourants, c'est pour mieux vivre. La mort doit être au cœur de la vie, une manière de nous faire aller plus loin dans notre vie quotidienne. Sinon, c'est très morbide, tout cela. Monsieur De Roos, il est en beau mort, lui, Monsieur De Roos, vous êtes là. Vous avez, je crois, même vous-même embaumé le roi, je crois que c'est vous qui avez fait cela, c'est votre entreprise. Est-ce que cela se pratique encore beaucoup, cher Monsieur, l'embaumement? Je dirais que ça se pratique même plus qu'avant, étant donné que l'embaumement, c'est l'ancienne formulation française, pour la bonne et simple raison qu'on est toujours au temps des Égyptiens, alors que nous sommes au XXe siècle, et en somme, on a changé la terminologie, et les Français ont créé le terme thanatopraxie, qui vient du grec thanatos praxos, la pratique de la mort.
c'est un petit peu un mot rébarbatif et je dirais que c'est surtout pour ça maintenant en France où on parle plus de soins de conservation et d'hygiène temporaire. Parce qu'il faut bien vous dire que c'est tout à fait temporaire. Et pourquoi les gens font ça? Mais je dirais que c'est une consolation étant donné que vous avez une apparence totalement naturelle, vous n'avez plus de décomposition, vous n'avez plus, je dirais, toute la thanatomorphose. Il faut bien vous dire qu'aux États-Unis, c'est fait à 100%, en Angleterre, c'est fait à 80%, en France, on en est déjà à 40%. Et en Belgique, 40% comment? 40% parmi les personnes décédées qui sont traitées. Donc, on a bien compris. Merci, Monsieur de Rehousse. André Tonnard est à côté de vous. Monsieur Tonnard, bonsoir. Vous vous occupez d'une autre façon de mourir, une autre façon de partir, c'est le crématorium? Oui, la crémation. La crémation. Effectivement. Mais ceci n'empêche pas cela, disons. Effectivement, comme mon voisin a dit, en France, ça se fait de plus en plus que même en qualité de crémation, il y a une présentation du mourant. Ça se fait moins ici en Belgique, bien entendu, actuellement. Il n'y a pas de raison. La crémation progresse, bien entendu. Et elle progresse et ça devient même, si je peux me permettre, Monsieur Tonnard, sans vous faire du mal, ça devient quand même un véritable commerce aussi. Ça devient un peu inhumain. Ah, vous touchez un point sensible et qui susciterait sans doute un autre débat. Parce que précisément, nous souhaitons que ça ne devienne pas un commerce. Donc, au niveau de la crémation. Je visité un crématorium qui n'est pas loin d'ici, je veux dire que tout est pris en charge. Hein. Je veux dire, il y a même des salles à manger, on donne les sandwichs, voilà, merci, suivant. Effectivement. Voilà, bonjour, merci, suivant. Voilà, bonjour, de manière à dédramatiser la mort, ça fait partie de tout ce qui a été dit. Tiens, dédramatiser, ouais. Tout ce qui a été dit autour de cette table, de votre table, de vos invités, était important. Et la raison que c'était important, il suffisait de voir vos invités, votre public. Moi, de ma position, je pouvais le voir, je m'en excuse pour eux, je les voyais, tout le monde est intéressé par ce que je dis. Donc tous nous visons quelque chose, c'est dédramatiser la mort. Alors la crémation progresse, c'est évident, pour toute une série de raisons. Moi, j'ai beaucoup... Économique, j'ai beaucoup d'affection pour le cimetière idéal du Gaufret tout à l'heure, mais c'est plus possible. Je me promène avec beaucoup de plaisir dans des cimetières aussi, mais c'est plus possible. Moi, je vis dans une ville, Liège, où il y a 23 cimetières. Je vis dans un quartier de Liège, à forte coloration immigrée, où des buildings, disons des appartements sociaux où les gosses ne peuvent pas courir. Donc il y avait, le premier directeur du crématorium de Liège avait une expression, il disait « on étale les morts dans les cimetières et on empile les vivants dans les tours HLM ». Donc ça voulait dire comme cela. Mais indépendamment de tout ce qui peut être dit au niveau, disons, d'écologie, d'urbanisme, etc., la crémation... je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'elle n'empêche pas les funérailles. D'accord, elle n'empêche pas les funérailles, mais il est vrai que cela, quand même, déshumanise un petit peu la mort, je pense, parce que on fait entrer ce corps dans le four, et puis après, ce sont des cendres, et c'est terminé. Et véritablement, là, il y a vraiment le départ de la personne chère, c'est terminé à ce moment-là. Parce que le cimetière, on va toujours au cimetière, on va toujours croire qu'il est là et parler avec. Parce que là, c'est fini, c'est fini. Il rentre dans le four, c'est terminé. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous savez, fondamentalement, la crémation amène la dispersion des cendres. Il y a en Belgique, enfin en tous les cas Liège, je pense que... Mais ne parlez pas d'autres endroits parce que... 70% je vais pas y revenir, des crémations sont suivies d'une dispersion. Pour le reste, on met les cendres dans une urne et on les dépose, disons, dans des columbariums ou bien même elles sont inhumées, en pleine terre. Au niveau, disons... Attendez, le père Gabriel Ringlet va vous couper un peu. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'accompagner la crémation. Là aussi, on le voit dans le film de Thierry Zeno. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va le voir tout de suite. Tiens. This is a cremated adult human remains. It weighs between 3 and 5 pounds. This sack has been prepared previously to coming here. And what I'm going to do is take the remains and put it in this sack. The reason for this is to get it out of the airplane into the slipstream of the airplane without bothering the side of the airplane. Also, we find it's the easiest way to do this. Donc c'est pas tout à fait l'extrême, enfin c'est un... Oui.
C'est la suite de la crémation, c'est vrai. Oui, mais je voulais dire tout autre chose. En Suisse, par exemple, il y a une très grande tradition. À la Toussaint, des gens affrètent une barque et vont au milieu du lac pour jeter des fleurs, là où quelques années auparavant, on avait dispersé les cendres. C'est bien en nous que tout cela est. Il faut absolument que l'on trouve des textes qui accompagnent la dispersion des cendres, que l'on trouve des rites, et que le rituel devienne aussi riche du côté de la crémation que le cimetière. Absolument. Et alors, je serais d'accord. Avec M. Tonat. J'ai failli vous dire curé, vous voyez, M. Tonat. Je vous remercie, M. Tonat. Marc, pour ou contre la crémation? Hein? Alors, non, lui, il est contre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas pas nous foutre le feu? Oui, donc il est... Bon, d'accord, je vais le laisser faire peut-être. Il est amusant, Marc, il a bien fait de venir. Hein? Oui. Et tu vas nous... Oui, d'accord. Et alors? Bon, alors voilà le résultat. Voilà, Marc Hardy qu'on peut applaudir. Voilà. Oui, à propos de la crémation, quand même, ce qui est triste ici, c'est effectivement que c'est expéditif. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de civilisations où c'est la crémation qui est la manière de dire au revoir à son proche. Et là, quand vous assistez à des crémations, que ce soit en Thaïlande, enfin dans toute l'ère bouddhiste, vous verrez que là, il y a un rituel, là, c'est humain. Oui, et c'est peut-être ici qu'il faudrait alors, à nous, réinventer un rituel. C'est comme le disait M. Ringlou aussi, j'avais lu... un livre sur je ne sais plus quelle tribu d'Amérique du Sud où ils brûlaient le cadavre, puis ils récupéraient toutes les cendres et ils les buvaient tous ensemble. Ils les mélangeaient à une boisson et tous les buvaient. Bon, là, il y a un rituel qui est très riche. Ici pas, c'est triste, je trouve. On m'a dit aussi qu'il y avait une dame qui avait employé un autre moyen pour disparaître, c'est bien entendu le don à la science. Est-ce qu'elle est parmi nous? C'est vous, madame? Voilà, excusez-moi, vous êtes madame Van de Velde, c'est cela? Bonsoir. Nicole Van de Velde. Oui. Ah, bah c'est bien vous alors. Ah, vous avez donné votre corps à la science, vous? Pour quelle raison cette démarche? D'abord, mon idée de donner des organes, mais comme je suis trop âgée, j'ai pensé que je pouvais être encore utile après ma mort. Et de toute façon, je pourrais dire que je ne serais pas enterrée vivante. Il y a un certain tabou aussi qui dit que, on va me mettre sur une table et les gens me disent, tu ne te rends pas compte, il y aura des docteurs autour de toi, des étudiants, tout le monde va te manipuler. Mais je pense que même avec un tout petit bout de chair, on peut aider ceux qui vont venir, et surtout la science. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est bien, madame, bravo. Je crois qu'on peut vous applaudir, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est fort pratiqué dans notre pays ou pas, Gabriel. C'est très pratiqué, c'est très important, et je peux dire aussi que ça se fait dans un très très grand respect. C'est important que les gens qui donnent leur corps à la science le sachent, dans quelles conditions cela se fait, vraiment. Je pense que c'est important. Autre façon de partir, de quitter cette vie, c'est l'immersion. Alors j'ai demandé au commandant Raymond de Zaguer d'être avec nous. Mon commandant, bonsoir. Bonsoir. Alors l'immersion des décors, c'est en fait une pratique qui est fort militaire, ça je présume, non? Absolument pas. Non? Elle est pratiquée aussi bien dans la marine marchande que dans la marine militaire. Elle n'est plus pratiquée actuellement, bien qu'elle soit encore toujours dans notre règlement général à bord des navires. Et c'est la raison pour laquelle le commandant de bord est aussi officier civil, d'état civil, puisqu'il il rédige l'acte de décès et 24 heures après, il peut rédiger l'acte d'inhumation. Donc vous pouvez en pleine mer faire disparaître le corps de quelqu'un qui est mort sur le bateau? Absolument. Donc ça ne se pratique plus à l'heure actuelle? Ça ne se pratique plus parce que les distances sont devenues beaucoup plus petites. Ouais. Dans le temps, il fallait 1 mois, 2 mois parfois pour traverser l'Atlantique. Maintenant, les distances sont beaucoup plus... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire cela ou de voir cela? J'ai eu la chance de ne pas devoir le faire et je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, cela ne s'est plus passé à ma connaissance. Tous les corps ont été ramenés à terre. Merci, mon commandant. Encore une voix qui nous vient de réflexion sur la mort, écoutez. Nos yeux s'ouvrent quand ceux des nôtres se ferment. Félix Tizot.
Alors pour se séparer, mesdames, messieurs, tout en vous remerciant d'avoir été avec nous dans cette émission, pour se séparer, je vais vous proposer, tout en vous remerciant toutes et tous d'être venus, Marc d'avoir été présent. Alors je rappelle, il y a énormément de livres qui sont sortis sur le sujet. Il y a un superbe ouvrage encore de Ringlet là, qui est sorti, il y avait un ouvrage collectif sur la disparition du roi. Le roi est mort et vous avez fait toute l'analyse médiatique de la mort du roi en analysant vraiment même jusqu'au nombre de fois que le mot roi était inscrit dans la presse. C'est un travail remarquable que vous avez fait là. Je fais un peu Bernard Pivot, mais c'est vrai qu'il y a des belles choses, moins mortes que les autres. Un film de Franz Buyens qui est superbe, Le cimetière de Laeken, La nécropole de Bruxelles, Ces chers disparus de Ringlet, etc. La peur, la mort et les médias, etc. Il y a plein de bouquins sur la mort, plus bien entendu Croque-la-Vie, avec le nouveau Croque-la-vie de Marc Hardy, très beau. Pierre Tombal, et puis celui-là aussi, c'est quoi, la mort en fait. Oui. La mort en fait, on le trouve encore dans le commerce. Ça. Zeno y a travaillé. C'est Thierry qui a travaillé à cela, donc regardez bien, La mort en fait, avec Thierry Zeno. Merci à tous d'être passés nous voir dans cette émission. Merci, bon courage. On a essayé de parler de cette grande faucheuse. La conclusion, c'est de se dire qu'il faut l'apprivoiser et qu'il faut bien vivre avec elle. C'est vrai, tant qu'il fait beau. Higelin, pour se séparer. Salut, messieurs, dames. Dans leur crachoir, les stars crachent dans leur bavoir. Moi, je m'enquilose les roustons. À autopsier mes neurones dans cet entrepôt de macabre et des bavons. La couche de zone, devant une paire de mouches folles qui se badigeonnent le plastron au formol et au plasma. Pas de quoi en faire un drame. Pas de colons accro à leur gamme. Pas de quoi en faire un plat. À la taulière du boxon, c'est le cas, le stand des paupières au ras, de la planche à pifton. C'est le genre de bombe incendiaire qui a plombé tous les michetons du corps expéditionnaire. Médaille de bronze